Hello there. Oh merde. Oh merde. Salut, bonjour, bonsoir à tous. C'est Adrien du French Grenier, comme d'habitude. Aujourd'hui, attaquons-nous à un autre Browning. Si mes calculs sont exacts, nous avons vu il y a 2 semaines le Browning 1900. Et durant cet épisode, je vous avais dit... Oh, l'extrait démarre pas là? Allô? On se réveille? Il est parti se taper une pignole, ce con là? Oh, monteur! Le modèle 1910... Je vous laisse deviner son année de sortie, mais pas de spoil, parce que j'en ai un, et j'ai très envie de vous en parler. Si, j'y tiens. Ah bah putain, faut pas être pressé, hein. Et du coup, le 1910, c'est pour aujourd'hui. Le Browning modèle 1910, ou FN modèle 1910, les deux dénominations cohabitent. Même si personnellement, j'entends plus Browning 1910, je serais assez d'accord pour plutôt mettre l'inventeur à l'honneur que une énième boîte qu'il a fabriquée, quoi. Ça se tiendrait. C'est donc un pistolet semi-automatique à culasse non calée. Elle est ignare, mais c'est comme moi, elle se soigne. Fabriquée donc par la FN Herstal en Belgique et, évidemment, inventée par John Moses Browning. Designé par John Moses Browning. Encore. Pour Browning, c'est un tournant. Jusque-là, il faisait breveter ses armes à la fois aux États-Unis par Colt et en Europe par la FN Herstal en Belgique. Là, il se trouve que Colt, ils en ont pas voulu de son Browning 1910. Ils ont dû s'en mordre un peu les glaouis après, et franchement, je comprends pas bien. Alors, certes, Colt n'était pas en manque à ce moment-là, mais quand même, hein. Browning, on parle de Browning, celui qui a valu à Colt certains de ses grands succès. Pourquoi ils ont pas voulu du 1910, ça m'échappe. Et donc, John décide de breveter uniquement en Europe. Introduit en 1910, quelle surprise, ce pistolet a une particularité extraordinaire, ce qui en fait une des armes les plus importantes de son temps. Bon, on va en reparler. Vous saviez que Browning avait une passion pour les ressorts? Bon, peut-être pas. Mais quand même, il savait placer ses ressorts au bon endroit, vous pouvez me croire. Sur le modèle 1900, j'ai oublié de vous en parler pendant l'épisode qui lui est consacré, et que vous pouvez aller voir si... Voilà. C'est sur le dessus. C'est super intelligent. Parce que ça permet au canon d'être en dessous. Et en dessous, ça veut dire super proche de l'axe du poignet. Vous voyez, je vous montre, il est là. Il est au-dessus du canon. Le ressort, vous voyez le bout de son arrêtoire qui dépassouille vaguement. C'est super intelligent parce que c'est super maîtrisable. Sur le 1903, c'est en dessous du canon. Là. Et à l'avant, il est retenu exactement comme sur le Colt 1911, par une espèce de virole qui vient se loger autour du canon et qui bloque, on va dire, la partie terminale du ressort. Ça libère relativement de la place, ça n'en consomme pas trop, ça demande peu d'usinage supplémentaire pour exister. Non, vraiment, c'est pas mal. Et vous voyez, il est là, sous le canon, là, vous voyez la petite extrémité de sa tige guide. Bon, tout ça c'est mignon. Sur le 1900, c'est super intelligent. Sur le 1903, c'est super intelligent. Mais sur le 1910, c'est du génie. C'est autour du canon. Pour que ça prenne moins de place, il faudrait qu'il n'y en ait pas. Et là, l'avantage, c'est que ça vous permet de faire un ressort aussi long et aussi fort que vous voulez, ou presque. La seule limite, c'est la longueur du canon. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais enfin cet emplacement-là, autour du canon, c'est devenu une norme. Et notamment sur des armes comme le Makarov, ou surtout, d'abord et avant tout, le Walther PP et le Walther PP40. Décidément, entre ça et la 765 Browning, c'est quand même grâce à Browning qu'on a eu certaines des armes les plus magistrales de tous les temps. À force de creuser sur son compte, je reconnais que je lui dois beaucoup à ce monsieur finalement. J'étais pas fan. Et puis, bon bref. Ce Browning 1910 a une mécanique assez classique, on va dire, depuis le 1900. C'est un percuteur lancé. Il a aussi une sûreté supplémentaire, qui est une sûreté de chargeur, c'est-à-dire s'il n'y a pas de chargeur dedans, ça tire pas. Et une sécurité supplémentaire, même si ça se discute, si c'est une sûreté, si c'est une sécurité, enfin bon bref, c'est tout simplement une pédale à l'arrière de la poignée. Si vous pressez pas le truc, ça part pas. Resté en production jusqu'en 1983, si ma mémoire est bonne, il était disponible en 2 calibres.
le 7,65 Browning dans un chargeur de 7 coups et le 9 mm Browning court. 9 mm Browning short, 380 ACP dans un chargeur de 6 coups. Anecdote rigolote. C'est un des premiers AR-15 de l'histoire. Je vous explique. C'est très capillotracté, mais je vous explique. Il était possible en fait de changer, d'intervertir les deux calibres, juste en changeant de canon. C'est pour ça que je dis ça. C'est une blague! Ceci dit, apparemment, d'après la littérature spécialisée, la FN n'a jamais proposé d'ensemble comportant les deux canons directement. Fallait le racheter en plus. Mais bon, je trouve ça assez fun, personnellement. Alors, le seul fait que je vous parle depuis tout à l'heure sans vous faire gigoter l'arme sous le nez, là, a priori, ça vous met sur la piste du fait que je n'ai pas de Browning 1910. Objection! Un instant, j'en ai un. Si, j'en ai un. Malheureusement, l'épisode que vous êtes en train de regarder sort demain pour moi. Celui-ci est arrivé trop tard, malheureusement, et je ne peux pas retourner la totalité de l'épisode, ça me fait trop court. Je peux pas non plus le décaler, donc je vous le montre, on tire avec. Voilà, désolé. Oh, working and waiting all day and getting yelled at for no pay. Fucking broke always. Slaving for wages in mental cages as some dumb motherfucker rages. This shit is outrageous. So one day I'll almost explode and I'll calmly quit and go on home. But you better watch your mouth, 'cause out there... Ok, parfait. Testons ça. Alors déjà, les organes de visée, c'est l'austérité complète, hein, parce que, waouh, le guidon plus fin que ça, c'est possible encore ou pas? J'ai l'impression de voir ma feuille de paye, là. Oh, putain, c'est pas évident, hein. Ça m'a surpris. Oui, alors il me surprend un petit peu, pour ne rien vous cacher. Essayons un petit peu à une main pour voir. Oh, les organes de visée, c'est vraiment pas ça, hein. Bon, après, c'est pas non plus fait pour shooter à 25 mètres, hein, on est d'accord, mais... C'est pas désagréable à tirer le... L'amorti est bon, ça va, ça, y a pas de souci. Combien il m'en reste? 2. Peu de tir rapide. Ouais, c'est pas terrible, hein. Je dis pas l'amorti est bon, c'est agréable à tirer, etc. Mais là, les organes de visée, c'est immonde, quoi, parce que le guidon est minuscule. Minuscule. Je vous en ferai une photo. Donc, essayons, mettons que je vais pas spoiler le reste de l'épisode, mais mettons que je sois un personnage historique attaché à la disparition d'un autre personnage historique. Oh non, ça se fait pas. Adrien, ça se fait pas. Je vais pas dire Sarajevo, donc... Pays de Galles indépendant. C'est pas mal, c'est stable. Je sais pas si j'ai vraiment touché, mais c'est stable. Ça, il n'y a pas photo, c'est de bonne qualité, l'amorti est excellent, la pédale de sûreté est bien. Quand il est désarmé, il n'y a pas moyen de réarmer le chien et donc d'ouvrir la culasse au complet quand il n'y a pas de chargeur dedans. Non, il est bien, je dis pas, il n'y a que la bande de visée, moi, qui me perturbe. Je préfère le 10-22, pour ne rien vous cacher. Spoil! Spoil éventuel, je ne sais même pas si j'en ai déjà parlé. Bref. Alors pourquoi tu nous en parles, connard?
Parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, enfin, quelques temps quand même, quelques mois, hein, je l'ai pas ressorti depuis. Et vous verrez que j'ai très peu d'expérience au tir parce que je suis passé d'immune. J'ai eu un TOC. J'ai eu une envie de femme enceinte. J'ai voulu impérativement un 380 auto. Je sais pas pourquoi. Et évidemment, je voulais un Walther PPK en 380 auto. Que j'ai pas trouvé. Ou plus exactement, j'en ai trouvé un que j'ai pas voulu payer, si vous voyez ce que je veux dire. Je vous le montrerai, j'ai eu le temps de faire une rustine avec. Et donc, j'ai farfouillé dans la liste des armes bonnes, si c'est pas très bonne, si c'est pas excellente, dans ce calibre-là. Et je suis tombé sur un Browning 10-22. C'est quasiment le même, mais il y a un petit alligator sourd. Cause the customer is always fucking wrong. They talk a bunch of shit, but we know what is going on. You want something for free, so you're screaming like a child. In that case, let me get the belt out and see how fast that you get mild. Cause you're an embarrassment, you're fucking thick as cement. And I can see in your wife's eyes that bitter look of cold regret. So to you, I bid adieu, because you're always fucking wrong. Bitch, say so long. Oh, working and waiting all day and getting yelled at for no pay. Fucking broke, always. Slaving for wages in mental cages as some dumb motherfucker rages. This shit is outrageous. So one day I'll almost explode. Pourquoi j'ai dit ça? Mais vraiment, pourquoi j'ai dit ça? Et ce sont des armes, pas chères. Ça va, hein. Ce sont des armes qui ont des prix normaux pour des catégories B, car c'est une catégorie B, bien entendu. Vous les trouvez, si vous piochez bien, entre 150 et 350 euros. C'est plus que raisonnable pour un truc de cette qualité. Ça a une qualité d'ajustage de dingue. J'ai lu des trucs, des trucs de boomer, on est d'accord. Boomer, B-O-U. Et ceux qui savent pas pourquoi je dis B-O-U, la calme. Ceux qui savent pas pourquoi je dis boomer, B-O-U, demandez aux autres, attendez qu'on vous explique avant de m'insulter, s'il vous plaît. Donc je lisais dans des trucs de boomer que le FN 1910 avait des qualités d'ajustage mauvaises. Mais jamais. Enfin, les qualités d'ajustage, elles sont excellentes. Enfin, Browning, ça déconne zéro. Franchement, c'est d'une qualité excellente. Comme sur le Ruby, comme sur le FN 1900, comme sur le FN 1903. C'est gras, et ça se sent. Ça fait pas que... Voilà. Il n'y a pas de jeu, bordel. Il n'y en a pas. Donc je comprends pas pourquoi j'ai lu ça. Allez, bref, on va tirer. Je vais me faire le deuxième chargeur de ma vie avec ce truc-là, avant de vous expliquer la suite, car il y a une suite. Donc, 380 auto, c'est ça, c'est une 919 mais plus courte, forcément. Et là, je tire de la Cellier Bello. Je tremble, bordel, j'ai froid. Donnez-moi une seconde, ça va faire un truc bizarre là. Prudence et mère de sûreté. Je vais quand même vérifier que j'ai pas eu de couilles. Je vais quand même vérifier mes doudouilles. Non, bah écoutez, je ne vois rien de problématique. Bien, fin de chargeur. Alors, oui. Effectivement, cette impression se confirme, c'est très sec. C'est vraiment super sec. C'est... sans les gants, je pense que je serais déjà en train de râler. Comment vous dire? Ça agresse la main, un petit peu. Franchement, ça reste raisonnable pour un... pour un 917, moi je trouve ça sympa, vraiment. Très sympa. Les organes de visée, nous en reparlerons, sont un peu ronds à mon goût, mais ça c'est qu'un goût personnel, ils sont pas mauvais. La queue de détente est pas mal du tout. Elle est un peu élargie. Ils ont fait des espèces d'oreilles autour de la queue de détente. Je vous en ferai une photo. La poignée est bien, tout comme
Son confrère, le 1900, c'est une grosse poignée. Alors là, pour le coup, il y a une intelligence, je trouve, c'est que les poignées sont plus fines en haut qu'en bas. Ce sont des poignées en pyramide. Ce qui est souvent le cas, mais là, c'est très marqué. Mais c'est quand même un truc de grosse main. Vous voyez, pour un bidule, c'est pas une arme de poche, mais c'est une arme d'encombrement réduit. Je trouve que j'ai la main un peu ouverte. Voilà. Mais sinon, c'est génial, quoi. Je vais faire un deuxième chargeur, si vous me permettez. Puis même si vous me permettez pas, d'ailleurs. Parce que je suis content, vraiment. Je l'ai acheté, je l'ai essayé vite fait. Et puis après, je me suis dit, je vais attendre le test. Sauf que le test est venu un peu tard. Je vais en profiter pour le tirer encore un peu, ce machin. Je me retrouve pas bien dans ces organes de visée. Ils sont pas extraordinairement clairs, moi, je trouve. Je vais essayer du une main. À une main, j'ai l'impression que c'est agréable. C'est sec, là, quand même. C'est méchamment sec. Je vais essayer à gauche. C'est très sec. Maintenant, c'est vrai que la prise en main est excellente et c'est vrai que l'arme est légère. Déjà, elle est légère et elle est équilibrée pas mal vers l'arrière. Ce qui est quand même assez sympa, mais ça fait que y a un petit peu de relevé et que c'est un peu sec, quoi. Waouh! Ah, ça bouge, hein. Comment ça clique? J'ai flinché comme un bâtard. Attendez. Je veux me faire un peu de gauche. Heureusement que j'ai trouvé plein de chargeurs. Je suis très content. Je veux me faire un peu de gauche. Tiens, c'est quand même pas souvent que j'aime tirer à ce point. La queue de détente est bien. D'un point de vue morphologique, je viens de vous le dire, elle est bien. Sinon, c'est un peu la même que celle du 1900, mais un peu plus lourde, je trouve. Elle est un peu plus lourde et un peu plus difficile à passer. Après, c'était censé être une arme de combat aussi, hein. Je flinchais comme un enculé. Oui, c'est vigousse, hein, et à gauche, on s'en rend vite compte. Mais c'est sympa, ça marche super bien. Ça marche vraiment super bien. Je ne regrette pas. Même pas une demi-seconde. Et ça fait pas partie de ces armes, parce que pour la baie, bon, voilà, si on en veut quelques-unes, on est bien obligé de tourner. Je pourrais les garder au boulot, mais flemme, quoi. Et ça fait pas partie de ces armes où je me dis, au bout de 6 mois, je vais peut-être la remplacer, quoi. Non, je l'aime bien. Et puis, esthétiquement, j'aime. Je peux pas vous dire autre chose. J'aime. Alors, ce 1910-22, ou modèle 1922, mais je sais pas pourquoi j'aime pas cette appellation. Parce que c'est vrai qu'il a une telle filiation avec le 1910, faut peut-être pas lui enlever ça, quoi. C'est dommage. Puis en plus, c'est vrai que, ça n'est jamais qu'une modification d'un existant. Donc pas un modèle à part entière pour moi. Bon, après, ça se discute, machin, tout ça. Donc l'idée, c'était d'obtenir un gain de précision et de puissance de feu, au sens large du terme. Et pour ce faire, l'AFN décide donc de l'adjonction d'un canon plus long que celui du 1910. Ils ont augmenté la longueur du canon à 11 cm 3. Et pour ce faire, ils ont rajouté ici une pièce, mon arme est vide, un bouchon, si vous voulez, qui vient se fixer à baïonnette par-dessus une carcasse normale de 1910. Et vous voyez, juste là, il y a le petit arrêtoir de ce bouchon. Et si j'y arrive, une fois que vous l'avez poussé vers l'avant, il tourne. Et voilà. Voilà. C'est juste un bouchon qui porte le guidon, qui du coup est fixe parce qu'il est arrêté par cet arrêtoir qui est serré, hein. C'est bien ajusté, encore une fois. Et voilà. Alors le fameux ressort qui est autour du canon, mais qui est bien serré. Donc là, tout de suite, j'arrive pas à l'enlever. Mais si vous voulez un tutarme sur le démontage, ça peut se faire. Et donc, c'est juste monter à baïonnette, c'est bien. Vraiment, c'est bien. Et je trouve
que c'est super réussi esthétiquement. Ça lui donne une gueule super aristocratique. Alors, pardon pour cette comparaison un peu osée, mais c'est une jolie fille toute fine avec un gros cul. C'est un peu ça, hein. Mais je sais pas, j'aime bien. Bon, je dis pas que j'aime les filles toutes fines avec un gros cul. Je dis que celle-là, je l'aime bien. Au début, le 10-22 est prévu pour le 9 Browning court. Ça tombe bien que je l'ai pris dans ce calibre. C'est l'origine. Mais au début de sa production, la poignée est plus courte. Et au bout d'un moment, la FN se rend compte que, en augmentant un peu la longueur de la poignée, on va subitement pouvoir utiliser des chargeurs de 8 coups. Et donc, on augmente à la fois la précision en augmentant le canon et la ligne de visée, mais aussi la puissance de feu tout court. Avec un coup de plus par rapport au 1910, mais dans un calibre respectable. Et 8 coups en 380, c'est bien. C'est vraiment bien. Souvenez-vous que des grosses capacités, par exemple comme le Ruby, c'est en 7,65. C'est pas en 380. Ce qui fait aussi que ces premiers exemplaires à crosse courte, là, sont assez rares. Vraiment, là, ça, il y en a très peu sur le marché. Par la même occasion, il modifie un peu les organes de visée, la hausse est un petit peu retaillée et le guidon est surtout agrandi. Heureusement, parce qu'encore une fois, moi, un des trucs personnellement qui me plaît le moins sur cette arme, c'est ces organes de visée, c'est tout rond et je trouve pas ça bien défini. Moi, j'aime bien l'écran de hausse carré, super carré, typiquement les hausses premier type du Lebel ou du Berthier. Ça, c'est topissime, j'adore, parce que je mets un carré dans un carré. Là, bon, vaguement, et puis advienne que pourra. Bon, remarquez quand même que ça suffit amplement à lui claquer le beignet en face, hein. Bon, voilà. Je sais même pas ce que j'ai fait. Attendez. Je vois des artefacts un peu dégueulasses, là. Ouais, bon, d'accord, il y a des élargissements un peu dégueulasses, là, dans ma cible. Enfin, je rappelle que je viens de tirer en tout et pour tout la moitié de ma toute première boîte avec ce truc-là. Donc, bon. S'il vous plaît, soyez gentils. Alors, à noter qu'il y a eu une pelletée de variantes différentes avec des longueurs subtilement différentes. En réalité, ce ne sont pas des variantes commerciales, ce sont des variantes de production. Selon les types, parce qu'apparemment il y a une chier de types aussi, selon les types, les machins, les bidules, ça a un petit peu varié, mais c'est à coup de millimètres. Je vais pas toutes les détailler ici, déjà parce que je les connais pas de tête, et ensuite parce qu'on s'en fout. Ceci est une vidéo de Vulga. Vous êtes assez grand et malin pour faire vos propres recherches tout seul. Si. Je vois vos gros cerveaux d'ici, vous êtes suffisamment malin. Mais en gros, les caractéristiques très globales pour le 1910, c'est 570 grammes ou 590 grammes. C'est la version en 9 Browning court qui est la plus légère. Très probablement, à cause de son canon, moins épais, je suppose. 152 mm de long et 88 mm de canon. Pour le 1910-22, 680 grammes ou 700 grammes. 178 mm en tout, 114 mm de canon. En fait, le 10-22, c'est vraiment un dérivé du 1910. Et cette version-là a été créée, je vous en avais déjà parlé durant l'épisode sur le Ruby, pour le royaume de Yougoslavie. Il a rencontré un succès assez franc. Il a été commercialisé jusqu'en 1978. C'est surtout grâce à la commande yougoslave, puisqu'ils en ont commandé 60 000 d'un coup. C'est pas mal. J'ai pas les chiffres globaux, mais de mémoire, la production de guerre, c'est un peu plus de 300 000 exemplaires. Bon, sachant que le 1900, c'était 700 000, celui-là, 1910 et 1910-22 confondus, ça doit être à peu près la même chose. C'est des bonnes séries quand même. Vraiment, pour l'époque et pour des pistolets de cette gamme-là, à une époque où la concurrence est féroce, c'est des bonnes séries. Après, la puissance de la FN Herstal et la puissance de John Moses Browning qui est plus hein. Tiens, un truc qui m'a fait marrer quand même. Les Yougoslaves, ils appellent le Browning, vous savez, donc B-R-O-W-N, ça veut dire brun. Eux, ils l'appellent le Browning. Enfin, je suppose que c'est une langue dérivée de l'allemand. Et Brau, ça veut dire brun. Mais en fait, ces cons-là, ils ont traduit le nom. C'est extraordinaire. J'ai jamais vu une autre langue dans laquelle ça se fait. Si, les Chinois. Mao Zé. Vous vous souvenez? Mao Zé. Ça me fait toujours autant rire. Mais enfin, c'est une dinguerie. Je sais pas.
Genre le mec qui s'appelle Dupont, on va dire c'est from Bridge. C'est complètement con. Mais ça me fait marrer. Voilà. Ce 10-22 donc a armé les policiers néerlandais en version 765 jusqu'à son remplacement par le Walter P5 en 1978. Ça a aussi été en version 765 l'arme des gendarmes et des policiers communaux belges jusqu'en 83, remplacé par le GP35 quand même. Putain, ça fait un sérieux changement. Hein. Entre ces dates de production et ces dates de service, vous remarquez quand même, ça fait des services vachement longs. Hein. Pour ça fait des services vachement longs. Et d'ailleurs, il n'y a pas que chez les Néerlandais et chez les Belges qu'il a servi. Avant 45, évidemment, il a fait partie des armes saisies par l'occupant en Belgique. Troisième Reich, l'occupant, a priori, ça peut pas être quelqu'un d'autre. Donc capturé, fait de partout, poinçonné de partout, et réutilisé par les Allemands. Et en l'occurrence, le mien en est un. Lui, il est fait WAA 140. Et les WAA 140, c'est pas si courant, parce qu'en fait, ce sont des armes qui proviennent d'un reliquat du contrat néerlandais, réassemblées à la demande de l'occupant et repoinçonnées. Et notamment avec ces plaquettes bakélite. Ils ont commencé à les remonter de mémoire en 1941, à la fin 1941. Sincèrement, je ne le savais pas quand je l'ai acheté. J'ai vu des photos, mais les photos étaient tellement mauvaises, voilà, et je ne savais pas du tout que il était waffé et que donc ça c'était une prise de guerre. En revanche, alors, attendez, je l'ouvre partiellement car sa sûreté est capable de se mettre en sûreté réellement à l'arrière, mais aussi en position culasse ouverte. Ce marquage-là, ça fait des mois que je cherche. Je n'ai rien trouvé concernant ce marquage. Je ne sais pas ce que c'est. Moi, je lis FI 566, donc ça veut dire que c'est le 566e de je ne sais pas quoi. Mais qu'est-ce que ça veut dire FI, bordel? Je suppose que c'est un truc belge, mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est? Si quelqu'un parmi vous sait ce que ça veut dire, j'ai demandé à tous les Belges que je connais, c'est-à-dire Eric, et il sait pas. Donc, s'il vous plaît, aidez-nous. Voilà. Merci. Et donc, après 1945, il continue aussi sa carrière en France, où il a été réglementaire dans la gendarmerie nationale et dans la police nationale. Dans les polices nationales. Dans l'urbaine, renseignements généraux, etc., etc. Jusqu'à son remplacement complet par les Manurins, il était surnommé pistolet à bouchon par les policiers. Et ça me fait rire. Il n'y a pas beaucoup de cet humour de con qui me fait marrer, mais le fait d'appeler un pistolet avec un bouchon à l'avant pistolet à bouchon, c'est fun. En plus, eux, ils avaient la version 765, donc c'est vrai que ça pouvait avoir une mauvaise réputation du fait d'un manque de pouvoir d'arrêt et tout ça. Donc je comprends, je comprends la blague. Nous avons de l'humour ici. Allez, continuons de tirer un petit peu. Il me reste 3 chargeurs et demi. Donc, on va se les faire. On va faire un petit peu de tir et après on va essayer du tir rapide si je me sens. Parce que je ne garantis rien. Alors, moi la question que je me pose c'est, une fois que je suis en position culasse demi-ouverte comme ça, non, ça peut pas chambrer, je peux pas juste faire ça et chambrer. Voilà. Et ça remue quand même un peu. Aïe. Très bien. Combien est-ce qu'il m'en reste? 0. Enfin, 1. Je change de chargeur. Changement de chargeur tactique. Non. Alors, essayons de cadencer. Oui, je vois que j'ai ouvert, là. D'ici, je le vois. J'en ai en bas. Il y en a 2 que vous voyez sans doute pas à la caméra. La remise en batterie, c'est pas aisé. Vraiment, c'est pas aisé. Je peux vraiment pas aller plus vite que ce que je viens de vous montrer là. Ah je suis libre. Ça tombe bien. Oh, décidément. Nous avons un bon feeling, mon petit. C'est bien. C'est bien. Il faut que je tue. Le bronzage est superbe. Moi, je trouve. Alors, c'est pas un bronzage bleuté ou carrément bleu comme je les aime beaucoup chez Mauser. Là, ça, c'est un bronzage
gris. Mais alors, tellement gris. Je pense qu'il a sérieusement picolé. Vu comme il est gris, il doit tenir au moins 12 grammes. Là. Alors, faisons-nous un chargeur de plus et on s'en garde un avant de se quitter. Refaisons un peu de une main, tiens, j'aime bien. À droite, je dis pas que c'est pas un peu agréable. Enfin bon, tout est relatif parce que ça kick un peu quand même, mais... Ouais, alors, vraiment là, je remercie le ciel d'avoir des gants parce que ici, on le sent, vraiment fort, on le sent. C'est, ouais, bah oui, c'est punitif, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors les connards vont me dire, ouais, mais c'est qu'un 9 mm, c'est rien, mais ta gueule, ta gueule. Ta gueule. Oh, oh, vide et flinch. Pas mal. Bon combo, ça, bon combo. Le 1910 est, on l'a vu, un des designs les plus importants de son époque. Et on pourrait dire, en capillotractant un petit peu, que c'est une des armes les plus importantes de l'histoire, si c'est pas la plus importante de notre histoire contemporaine. Parce qu'elle a fait 20 millions de morts. Ouais. Non, mais si. Si, je cherche pas. C'est le Browning 1910, numéro 17074, qui servit à Gavrilo Princip pour assassiner l'archiduc François Ferdinand et son épouse. Stop, stop, stop. Je sais ce que tu vas me dire. Il y a un débat. Il y a eu 4 Browning 1910 en tout achetés par les comploteurs pour cette tentative d'assassinat. On n'est pas certain que ce soit celui-ci précisément qui a été l'auteur des coups de feu mortels. C'est communément admis. Mais c'est pas une certitude. Ok, ça fait débat, je sais. Je suis au courant. Ce qui a conduit, par le jeu des alliances et au bout d'un certain temps, à la Première Guerre mondiale et à 20 millions de morts. Et si, je vous laisserai lire l'histoire de cet attentat, si les terroristes avaient fait les choses un peu correctement, ça n'aurait même jamais été une arme à feu, ça aurait dû être une bombe, une grenade à la base. D'accord, ça c'est un fait d'armes pas très glorieux, on est d'accord, mais c'est le plus important et c'est celui, évidemment, dont les gens se souviennent. Mais c'est pas le seul. Bon, le FN 1900 est imbattable au niveau du nombre d'assassinats, mais le 1910 est aussi sacrément gratiné. Paul Doumer. Les Français, ça devrait vous dire un truc, parce qu'il a été président de la République. Assassiné par un émigré russe dont j'ignore complètement quelles étaient ses motivations, en 1932. Également, en 1935... c'est le gouverneur Wei Long, gouverneur de Louisiane, si je dis pas de conneries, qui est assassiné avec un 1910 par un médecin, Karl Weiss, je crois. Pareil, j'ignorais quelles étaient ses motivations. Bon, de toute façon, elles sont pas bonnes, hein. Il n'y a aucune bonne motivation pour assassiner quelqu'un. Mais voilà, malgré tout, c'est de nouveau un 1910 qui sert. Je vais peut-être pas les garder, hein. Non, mais vraiment, hein. Jean, premier degré, je déconne, hein. C'est pas la peine d'essayer de me les acheter, je vais les garder. Bon, allez, on va faire le dernier chargeur. Et nous allons nous quitter le cœur content. Si j'enlève pas le chargeur précédent, je risque d'avoir du mal. Enfin, quoique, si je pousse assez fort, hein, sait-on jamais. Essayons une séquence. 1, 2. 1, 2. Un, deux. C'est nettement plus dur. Et 1, 2, et jusqu'à vide en réaction. Et ben voilà, ça faisait 1, 2. Nous n'avons fait que des 1, 2, c'est formidable, évidemment. Oui, 8 est un multiple de 2. Écoutez, j'aime beaucoup ce truc. J'ai été très très content vraiment de tirer à nouveau avec. Il va falloir que je le fasse un petit peu plus souvent. Il va surtout falloir que je le nettoie. J'ai oublié de vous dire, bien entendu, tout comme le modèle 1900, il a existé en version luxe. Non, il est beau. Il est beau, je peux pas vous dire autrement. C'est une esthétique très très particulière. Il se reconnaît à une borne, ce truc.
son bouchon, là, ce pistolet à bouchon. Putain, je vais t'appeler comme ça, toi, maintenant. Merci, police française des années 70, d'avoir trouvé ce surnom. Vous êtes des as. Non, vraiment, j'aime bien. Il a une super gueule. J'aime bien les trucs un peu originaux comme ça. Je sais pas vous, mais dites-moi si vous aimez les trucs originaux comme ça me fera plaisir. Je vous dis à très bientôt. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Merci à tous pour les gentils commentaires que vous allez mettre. Ouais, il y a le Tipeee. Je vous l'explique même pas tellement j'ai honte d'avoir un Tipeee, mais bon, écoutez, ça met un peu de beurre dans les épinards de cartouche. Je vous aime, vous êtes tous beaux, vraiment. Soyez fiers de vous. Vous le méritez. Mangez des légumes, bah, notamment des épinards, du coup ça m'a donné faim. Buvez de l'eau. Ciao. Ah ouais, putain, épinards à la crème en rentrant là. Oh, avec des petites patates rôties. Oh, oh ça va être bon ça. Bon, allez. Essayons de trouver de la joie de vivre et de la motivation au sein de cette journée de con. Bien. Ben finalement, c'était une vraie journée de merde. Mais ça m'a fait du bien de tourner. On va presque dire que c'est thérapeutique en plus. Putain, si j'arrivais à me faire rembourser par la sécu... Ah merde, mais j'ai 50 douilles à ramasser moi maintenant. Oh. Allez, les browning, rentrez dans votre cahute. Ah là là, si on m'avait dit un jour que j'aurais autant de browning, vraiment là j'y aurais jamais cru. Ah là là, John va être fier de moi.